Pendant des années, ma sœur a géré un groupe de discussion où toute la famille se moquait de moi. Lors de la réunion visant à décider qui obtiendrait la maison, mes parents l'ont choisi et m'ont qualifié de « trop difficile à récompenser ». Je n'ai pas discuté. J'ai donc posé ma clé sur la table, je leur ai souhaité le meilleur, et je suis parti pour de bon. Je m'appelle Caroline, j'ai 41 ans, et j'étais la fille qu'ils gardaient près d'eux pour faire le travail et celle qu'ils gardaient pour s'en moquer. Les deux à la fois, une seule et même personne. Laissez-moi vous ramener au matin de cette réunion, car poser la clé sur la table était la partie la plus facile. La réunion était fixée à 14 h, un dimanche de juin. C'était l'idée de ma mère, une discussion de famille, avait-elle dit au téléphone, au sujet de l'avenir de la maison. Elle présentait cela de manière chaleureuse. Elle présentait toujours tout de manière chaleureuse, jusqu'à ce que ce ne le soit plus. La maison appartenait à ma grand-mère. Une maison coloniale bleue et étroite sur Linden Street, dans une ville à la périphérie de Hartford. 3 chambres, un porche qui s'affaissait sur la gauche, une cuisine qui avait encore le papier peint que ma grand-mère avait posé en 1979. Ma grand-mère, Nana, comme nous l'appelions, était morte l'automne précédent. Elle n'avait pas laissé de testament, seulement la maison entièrement payée, ainsi que 4 petits-enfants adultes et 2 enfants vivants, ma mère et mon oncle Pete, qui n'arrivaient jamais à se mettre d'accord sur quoi que ce soit. Je suis arrivé 1 heure en avance. J'arrivais toujours en avance. Quelqu'un devait faire le café, quelqu'un devait installer les chaises, et ce quelqu'un, c'était moi depuis que j'étais en âge de porter un plateau. Au moment où les autres sont arrivés, la cuisine sentait le café et la salle à manger comptait 10 chaises disposées autour d'une table conçue pour 8. Ma sœur Lorraine est arrivée à 14h10. Elle est entrée comme si elle était en retard à sa propre fête, ce qui était le cas, a embrassé ma mère sur la joue et a jeté son sac sur la chaise sur laquelle j'avais prévu de m'asseoir. « Caroline, ma chérie, tu peux aller chercher mon chargeur dans la voiture, a-t-elle dit. Il est dans le porte-gobelet. Je suis allé chercher le chargeur. Je veux que vous compreniez quelque chose à propos de ce moment. Je n'étais pas amère pour le chargeur. Le chargeur n'était rien. C'était les 10 000 chargeurs d'avant. C'était le réflexe dans mes jambes qui me faisait me lever avant même que mon cerveau n'ait eu le temps de prendre la décision. À 41 ans, mon corps bougeait encore dès que Lorraine parlait. Quand je suis revenu, tout le monde était assis. Ma mère en bout de table, mon oncle Pete à sa droite, mes cousins Dana et Marcus l'un en face de l'autre. Lorraine à côté de ma mère, là où elle s'asseyait toujours, et mon père, silencieux, grisonnant, un homme qui avait passé 40 ans à être d'accord avec quiconque se trouvait dans la pièce, tout au bout de la table. La seule chaise libre était celle dont personne ne voulait. Dans le coin, exposée au courant d'air en hiver, trop proche de la porte de la cuisine, la chaise bancale. Ma chaise. Commençons, a d'abord dit ma mère. Et elle m'a souri. C'était la chose dont je me souviendrai. Elle m'a souri comme si j'étais une invitée qu'elle tolérait. Comme si je n'avais pas dormi dans cette maison chaque été de mon enfance. Comme si ce n'était pas moi qui avais conduit Nana à sa chimiothérapie pendant 11 mois. Je me suis assise sur la chaise du coin. Je n'avais pas encore idée que le sort de la réunion était déjà scellé. Qu'il ne restait plus qu'à les regarder simuler un vote dont ils avaient déjà fait le décompte. Avant de vous raconter ce qu'ils ont fait, je dois vous parler du groupe de discussion. Parce que ce groupe de discussion est la colonne vertébrale de toute cette histoire. Et je serai brève, car je l'ai vécu assez lentement pour nous deux. Il s'appelait « Truc de famille ». C'était bien à la plaisanterie. Le nom le plus insipide imaginable. Ma mère, mon père, Lorraine, Pete, Dana, Marcus, tout le monde sauf moi. J'ai découvert son existence il y a 8 ans lors d'un barbecue, quand Marcus a ri de quelque chose sur son téléphone et a tourné l'écran vers Dana, et qu'ils m'ont tous deux regardé avant de détourner les yeux. Ce soir-là, j'ai demandé à ma mère s'il y avait un groupe de discussion familiale dont j'étais exclu. Elle m'a répondu « Oh, c'est juste pour la logistique, ma chérie. Les covoiturages et ces choses-là. Tu trouverais ça ennuyeux. » Je l'ai cru pendant environ 1 an. Puis, il y a 3 ans, Dana s'est enivrée lors de ses 30 ans et m'a montré son téléphone pour chercher une photo. Elle a fait défiler l'écran un peu trop loin et j'ai vu un message de Lorraine, une capture d'écran d'un email que j'avais envoyé à la famille. En dessous, Lorraine avait écrit « Sainte Caroline a parlé ». Tout le monde applaudit. Suivi de 11 émojis qui rient,
de la part de ma mère, de mon père, de chacun d'eux. Je n'ai rien dit à Dana. Je lui ai rendu son téléphone. J'ai trouvé la photo qu'elle cherchait. Mais ce fut la nuit où j'appris que le groupe de discussion n'était pas destiné au covoiturage. C'était moi. Cela avait toujours été moi. Alors maintenant, vous savez ce que je savais. En entrant dans cette réunion, je savais qu'ils avaient une pièce où l'on ne m'avait jamais laissé entrer. Et le prix d'entrée dans cette pièce était de rire de moi. Je ne savais tout simplement pas encore combien cela m'avait coûté, ni que j'étais sur le point d'en découvrir le montant exact en dollars. Si cela vous pèse déjà sur le cœur, si vous avez déjà été celui ou celle qui nettoie après une fête à laquelle vous n'étiez pas invité, faites-moi plaisir, cliquez sur j'aime et abonnez-vous, car ce qu'ils ont décidé ensuite est la partie que je n'arrive toujours pas à croire avoir endurée. Et laissez un commentaire pour me dire d'où vous m'écoutez et quelle heure il est chez vous. Je les lis. Cela m'aide à savoir que la pièce n'est pas vide. Maintenant, laissez-moi vous ramener à cette table. Ma mère avait un dossier, un vrai. Une pochette Kraft, le genre de dossier où l'on garde les papiers importants. Elle l'a posé devant elle et a croisé les mains dessus, comme un professeur sur le point de donner un cours. Nous savons tous pourquoi nous sommes ici, a-t-elle dit. La maison de maman. C'est une maison magnifique. Elle appartient à cette famille depuis 46 ans, et ce serait une tragédie de la vendre, d'en partager l'argent et de la voir quitter la famille. Elle a fait une pause. Alors, Pet et moi avons discuté et nous pensons que la bonne chose à faire, ce que maman aurait voulu, c'est de la garder dans la famille, de la donner à l'un d'entre vous. J'ai senti un soulagement dans ma poitrine. J'en ai honte maintenant. Mais pendant une seconde, une stupide seconde, j'ai pensé, peut-être moi, parce que c'est moi qui avais été là. J'ai conduit Nana à chaque séance de chimiothérapie pendant 11 mois. J'ai dormi sur son canapé les 3 dernières semaines. Je lui ai tenu la bassine quand elle était malade, je lui ai lu le catalogue de jardinage qu'elle ne pouvait plus voir, et je lui tenais la main à 6 heures du matin lorsqu'elle a cessé de respirer. Personne d'autre n'était là. Lorraine avait envoyé des fleurs au funérarium avec une carte qu'elle n'avait même pas signée elle-même. Alors, quand ma mère a dit, l'un d'entre vous, une part primitive en moi s'est penchée en avant. Nous avons réfléchi à qui s'en occuperait le mieux, a poursuivi ma mère. Qui l'honorerait? Qui a la stabilité, la famille, le statut au sein de la communauté pour être le genre de propriétaire dont maman serait fière? Elle s'est tournée vers Lorraine et a posé sa main sur celle de sa fille. Nous pensons que ce devrait être Lorraine. Personne dans la pièce n'a eu le souffle coupé. C'est cela que je veux que vous compreniez. Personne n'a été surpris. Pet a hoché la tête. Dana a regardé ses genoux. Marcus me fixait déjà pour voir ma réaction. Il savait. Toute la table savait avant même que j'entre. Le vote était une mise en scène, et j'en étais le public. Lorraine a ses filles, a dit ma mère, et un mari, et cette maison a besoin d'enfants. Caroline. Elle a prononcé mon nom comme une excuse qu'elle ne pensait pas. Caroline n'a même pas de famille à elle. Que ferait-elle d'une maison de 4 chambres? Errer dedans toute seule? C'était dit à haute voix devant tout le monde. La chose qu'il disait dans le groupe de discussion, enfin dit en face. J'ai gardé mes mains sur mes genoux. J'ai gardé ma voix là où elle résidait. J'y vivrai, ai-je dit. Je m'en occuperai. Je le fais déjà. Ma mère a esquissé ce sourire. Vous voyez, c'est ce que je veux que vous compreniez, a-t-elle dit à la table. Elle doit toujours se montrer difficile. Je veux m'arrêter ici et être honnête sur ce que signifiait « difficile », car c'est toute l'accusation qui m'a poursuivi toute ma vie. Être « difficile » signifiait poser des questions quand j'avais 9 ans et que Lorraine avait cassé la lampe en m'accusant, j'avais dit que j'étais à l'école. C'était être difficile. Quand j'avais 19 ans et qu'ils ont payé les frais de scolarité de Lorraine en me disant de faire des emprunts parce que, Lorraine a du potentiel et toi, tu as du cran. J'ai demandé pourquoi le cran ne donnait pas droit à un chèque. C'était être difficile. Quand j'avais 30 ans et que Nana voulait que j'aie sa bague, mais que Lorraine l'avait prise sur la commode le jour des funérailles, j'ai demandé à la récupérer. C'était être difficile. Difficile était le mot qu'ils utilisaient pour une fille qui remarquait les choses. Une fille qui remarquait les choses était un problème. Une fille qui ne disait rien était facile. Et pendant 41 ans,
J'avais tellement essayé d'être facile que je les avais laissés construire un groupe de discussion entier à partir de mes mots ravalés. Elle doit toujours se montrer difficile. Ma mère a dit cela, et autour de la table, 3 personnes ont souri. Pas de grands sourires, mais de ces sourires complices, ceux que je voyais depuis toujours en faisant semblant de ne pas les voir. Et puis Pet a aggravé les choses. Écoute, Caroline, a dit l'oncle Pet en se penchant en arrière dans sa chaise. Personne ne dit que tu n'as pas aidé avec maman. Tu l'as fait. Nous l'apprécions. Aider. 11 mois de chimiothérapie. Aider. Mais une maison n'est pas un cadeau de remerciement, a-t-il dit. C'est une responsabilité, et franchement, tu n'as jamais montré que tu savais préserver quoi que ce soit. Tes histoires de boulot, tes histoires d'appartement. J'ai le même travail depuis 9 ans, ai-je dit. Ton histoire de mariage, a-t-il terminé, comme si je n'avais pas parlé. La pièce est devenue silencieuse d'une manière bien particulière. Marcus a même grincé des dents. Parce que tout le monde connaissait cette histoire. Mes fiançailles avaient pris fin 4 ans plus tôt quand j'avais découvert qu'il parlait à Lorraine dans mon dos, et que Lorraine s'en moquait dans le groupe de discussion. J'apprendrai plus tard qu'elle y avait partagé des captures d'écran de ses messages avec la légende, elle y croyait vraiment. Ça suffit, Pet, a dit mon père. C'était ses premiers mots de la journée. Je l'ai presque aimé pour cela. Puis, il a tout gâché, restons bienveillants. Avant d'en venir à ma réponse, je veux vous dire ce que Lorraine a fait à ce moment-là, car c'est à cet instant précis que toute la table a révélé son jeu. Pendant que Pet dressait la liste de mes échecs et que mon père réclamait de la bienveillance, Lorraine avait son téléphone sur ses genoux, incliné, l'écran allumé, et ses pouces s'agitaient. Et en face d'elle, le téléphone de Marcus s'est allumé, puis celui de Dana. J'ai vu de mes propres yeux en temps réel, à la table de ma grand-mère pendant qu'il décidait de l'attribution de sa maison, le groupe de discussion être actif. Lorraine racontait la réunion en direct sur mon dos. Je n'avais pas besoin de voir l'écran pour le savoir. Je venais de lire 8 années de ces messages dans ma voiture. Je connaissais le rythme maintenant. Le timing. La façon dont la bouche de Marcus se contractait une demi-seconde après que son téléphone vibrait. Il ne se cachait même plus. Il l'avait fait si souvent devant moi qu'il ne pensait plus que je m'en rendrais compte. Mais je m'en rendais compte. Et le fait de les voir faire cela à ce moment précis, ma propre sœur envoyant des messages en direct sur mon humiliation dans un groupe dont j'étais exclu. À la table même où notre grand-mère nous nourrissait autrefois a transformé le sentiment de froideur dans ma poitrine en quelque chose de tranchant. Lorraine, ai-je dit, tu es en train de leur envoyer des messages là tout de suite. Ses pouces se sont arrêtés. Quoi? Non. Si, tu le fais. Tu partages cela dans le groupe au fur et à mesure que ça se passe. J'ai regardé autour de la table. Vous tous. La maison de votre grand-mère décédée, et vous commentez la blague en direct par message. Pendant une seconde, personne n'a respiré. Marcus a retourné son téléphone, face contre la table. C'était là ses aveux. Ma mère a repris ses esprits la première, comme elle le faisait toujours, Caroline, tu sembles paranoïaque. Tu t'entends parler? C'est exactement ce que nous voulons dire. Et cela, c'était le coup de maître de 40 années déployé une fois de plus. Je les avais pris sur le fait, et sa réponse consistait à faire de ma découverte le symptôme, à me faire passer pour folle d'avoir vu ce que je venais pourtant de voir. La manipulation mentale battait son plein devant témoin, tandis que le téléphone du témoin restait face contre table, les preuves brillant encore en dessous. Je n'ai pas discuté. J'avais appris avec 10 minutes de retard, et 40 ans de retard, que se disputer faisait partie du jeu. Mais ce fut le moment où j'ai su que je partais. Non pas à cause de l'affront, mais pour la cruauté désinvolte, rodée, affichée à table. Il ne pouvait même pas me laisser perdre la maison sans en faire un spectacle. Il donnait la maison que j'avais méritée par mon travail à la sœur qui avait passé 20 ans à faire de moi sa tête de turc. Et la contribution de mon père était de demander à ce que l'on soit bienveillant. J'ai regardé vers le bout de la table dans sa direction. Il fixait le mur. Puis-je poser une question, ai-je dit. Ma mère a soupiré, bien sûr, Caroline. Quand vous avez décidé cela et vous l'avez décidé bien avant aujourd'hui, je le sais, est-ce que l'un d'entre vous a pensé à qui s'est réellement occupé d'elle? Pas de la maison. D'elle. Silence. Lorraine a examiné ses ongles.
ce n'est pas le sujet, a dit ma mère. Je pense que c'est exactement le sujet, ai-je répondu. Et ma mère m'a regardé, et son visage a exprimé quelque chose que j'avais vu 1000 fois mais que je n'avais jamais su nommer avant cet après-midi-là, il s'est fermé comme une porte, comme si je venais de confirmer une chose qu'elle croyait depuis longtemps. C'est pour cela, a-t-elle dit doucement à l'adresse de la table, et non de moi, que ça ne peut pas être elle. Je n'ai pas réagi. Je tiens à ce que ce soit dit. Mes oreilles sifflaient, mes ongles s'enfonçaient dans mes paumes, et je n'ai pas réagi. Mais quelque chose en moi était devenu très immobile et très froid, de la façon dont l'eau s'immobilise juste avant de geler. Et dans cette immobilité, j'ai pris une décision que je ne comprenais pas encore tout à fait. Je me suis excusé pour aller aux toilettes. Je ne suis pas allé aux toilettes. Je suis sorti vers ma voiture, je me suis assise derrière le volant, j'ai ouvert mon téléphone et j'ai fait ce que j'avais peur de faire depuis 3 ans. Dana, ivre lors de ses 30 ans, m'avait ajouté au groupe par accident ce soir-là et m'en avait retiré 40 secondes plus tard. 40 secondes. Mais j'avais eu mon téléphone en main et le réflexe de faire une capture d'écran. Et pendant ces 40 secondes, j'avais capturé une chose, le nom du groupe, Truc de famille. Et je n'avais jamais ouvert la porte qui y menait parce que j'avais peur de ce qui se cachait derrière. Assise dans ma voiture devant la maison de Nana, j'ai cessé d'avoir peur. J'ai appelé le numéro de Dana. Elle a décroché à la 2e sonnerie, probablement parce qu'elle voyait ma voiture depuis la fenêtre. « Où es-tu allé » a-t-elle demandé. « Dana, j'ai besoin que tu fasses quelque chose pour moi. Et j'ai besoin que tu décides, là tout de suite, si tu es quelqu'un qui fait ce qui est juste ou quelqu'un qui rit dans un groupe de discussion. » Une longue pause. J'ai entendu sa respiration. « Qu'est-ce que tu veux » a-t-elle dit. Ce n'était pas une question, mais une capitulation. « Je veux tout » ai-je dit. Chaque message me concernant. Transfère-les. Tout. Caroline. Tout, Dana, sinon je saurais exactement qui tu es. La ligne est restée silencieuse si longtemps que j'ai cru qu'elle avait raccroché. Puis mon téléphone a vibré. Une fois, puis une autre, puis il n'a plus arrêté de vibrer. Je suis resté assise dans cette voiture et j'ai lu 8 ans de l'histoire de ma famille, garée sur cette place de parking. Et ce que j'y ai trouvé était tellement pire que tout ce que je m'étais permis d'imaginer. Je vais vous dire ce qu'il y avait dans ce groupe, mais je ne vais pas vous noyer dedans, car la cruauté en masse cesse d'être de la cruauté pour devenir du bruit. Et je refuse de laisser ce qu'ils m'ont fait devenir du simple bruit. Alors, je vais vous donner les messages qui comptent. Il y avait la capture d'écran du planning des soins palliatifs de Nana, celui que j'avais fait, avec un code couleur pour que nous sachions tous qui couvrait quel jour. Je l'avais envoyé en espérant de l'aide. En dessous, Lorraine avait écrit « MDR », elle a fait un tableau. Un peu maniaque du contrôle sur les bords, non? Ma mère avait répondu « Elle a besoin de se sentir utile. Laisse-la faire. Laisse-la. » Il m'avait laissé m'occuper de ma grand-mère mourante parce que cela m'occupait et leur évitait de m'avoir dans les pattes. Il y avait une photo de moi aux funérailles, prise à mon insu par derrière, où l'on voyait que j'avais porté la même robe noire 2 années de suite. Marcus avait entouré la couture que j'avais dû élargir. 11 personnes avaient ri. Il y avait un fil de discussion de 40 messages datant de la semaine où mes fiançailles avaient été rompues. Lorraine avait les captures d'écran de ces SMS. Elle les avait publiées une à une comme un feuilleton, et la famille avait regardé cela se dérouler comme une série. La contribution de ma mère, honnêtement, elle n'allait jamais réussir à garder un homme, elle est trop piquante. Mon père avait ri à ce message. Mon père. Et il y en avait un qui m'avait glacé sur place, datant de 2 mois plus tôt, avant même que Nana ne soit enterrée depuis une saison entière. Un message de ma mère adressé à tout le groupe qui disait, au sujet de la maison. Évidemment, c'est va en faire toute une histoire, mais elle n'a aucune légitimité. Elle n'a jamais vraiment fait partie des nôtres, n'est-ce pas? C'est plutôt une aide. Elle n'a jamais vraiment fait partie des nôtres. J'ai lu cette phrase 11 fois. Le même nombre d'émojis hilars qu'ils avaient mis sous le message, Sainte Caroline a parlé. Je ne sais pas pourquoi les nombres correspondaient. Je sais juste que je n'oublierai jamais aucun des deux. J'aurais dû m'arrêter de lire là. Je ne l'ai pas fait. Il y a une sorte de douleur qui se transforme en un besoin de connaître la forme complète de la chose. Et j'avais vécu dans l'ignorance pendant si longtemps que, désormais, j'avais besoin de la carte.
De tout, de chaque chemin. J'ai donc fait défiler les messages jusqu'au début, 8 ans dans l'ordre chronologique. Et ce que j'ai trouvé n'était pas une série d'insultes. C'était pire que cela. C'était un système. C'était organisé. Le groupe de discussion avait des dossiers. Lorraine avait épinglé des messages. Il y avait un message épinglé vieux de 2 ans qui disait simplement « Le dossier Caroline » et en dessous, une liste continue, comme le procès-verbal d'une réunion. Des choses que j'avais faites et que la famille trouvait amusantes, la fois où j'avais pleuré au mariage de Dana parce que Nana avait l'air si fragile, notez, ses pleurs encore, que quelqu'un lui apporte un mouchoir. Elle boude, la fois où j'avais apporté un gratin fait maison pour Pâques parce que l'argent était rare cette année-là, notez, c'est à apporter des pâtes tristes. Nous avons un traiteur, Caroline. Le gratin que j'avais passé la nuit à préparer jusqu'à minuit. Ce n'était pas de la cruauté sur le coup de l'émotion. C'était de la cruauté classée et répertoriée. Ils avaient construit des archives sur moi. J'ai continué à faire défiler les messages parce que j'en étais arrivé là. Et la chose suivante que j'ai découverte a mis une date sur quelque chose que je me demandais depuis des années. Il y a 6 ans, j'avais postulé pour une promotion au travail, responsable de bureau. J'en avais parlé à la famille lors de Thanksgiving parce que j'en étais fier, j'avais observé le visage impassible de ma mère et je m'étais dit que j'avais dû imaginer sa réaction. Je ne l'avais pas imaginé. Dans le groupe de discussion, ce soir-là, Lorraine avait publié « C'est croit qu'elle va avoir une promotion ». Et ma mère avait écrit « Ne l'encourage pas. Elle va être insupportable. Mieux vaut qu'elle reste là où elle est ». Et puis voici la suite, une semaine plus tard, Lorraine avait publié à nouveau, du nouveau. Elle l'a eu. MDR, préparez-vous. Il n'avait pas été heureux de ma réussite. Il s'y était préparé comme à une catastrophe. Ma promotion était pour eux une intempérie qu'il fallait endurer. Pendant 6 ans, j'avais gardé en moi une petite fierté secrète pour ce travail, la seule chose que j'avais obtenue proprement. Et tout ce temps, cela avait vécu dans leur groupe comme une blague facile, suivie d'une moquerie. J'ai posé le téléphone sur le siège passager. J'ai regardé la maison de Nana à travers le pare-brise. Et j'ai compris qu'il n'y avait pas de limite à tout cela. Je pouvais chercher pendant 1 heure et en trouver une nouvelle toutes les 30 secondes. La cruauté n'était pas passagère. C'était le milieu dans lequel il baignait. C'était le langage commun de la famille, et j'en étais le sujet permanent, sans jamais avoir été présente dans la pièce pour défendre mon gratin. Il y en avait un dernier. J'ai failli ne pas l'ouvrir. Le fil de discussion datait de la semaine des funérailles de Nana. J'avais prononcé l'éloge funèbre. Personne d'autre ne voulait le faire. Lorraine avait dit qu'elle en était incapable sur le plan émotionnel, et Pete avait dit qu'il n'était pas doué pour les discours. Alors, je m'étais levé dans ce funérarium et j'avais parlé de ma grand-mère pendant 6 minutes, de ses mains, de son jardin et de sa façon de fredonner quand elle cuisinait. Et j'avais tenu bon jusqu'à la dernière phrase, et puis j'avais craqué. Dans le groupe de discussion, pendant l'enterrement. Pendant que je parlais, leur téléphone sortit sur les bancs de l'église, Lorraine avait commenté mon éloge en direct, elle pleure encore. Quelle surprise. C'est bon, on a compris. Tu l'as emmenée à sa chimio. Tu veux une médaille? Et ma mère, assise au premier rang dans sa robe noire, s'essuyant les yeux devant l'assemblée, avait écrit « Laisse-lui ça. C'est la seule chose pour laquelle elle est douée. Le deuil. La seule chose pour laquelle elle est douée, être en deuil. » J'ai verrouillé le téléphone. J'en avais assez vu. J'avais enfin regardé tout au fond d'une réalité que j'avais refusé de voir pendant 41 ans. Et le fond était exactement aussi bas que ce que j'avais toujours redouté. Et d'une certaine manière, en connaître la profondeur a été ce qui m'a enfin permis d'en sortir. Voici ce que je veux que vous compreniez à propos de ce moment dans la voiture. Car c'est là le tournant. Je n'avais pas envie de pleurer. J'avais pleuré pour cette famille pendant 4 décennies, et je n'avais plus de larmes pour cela. Ce que j'ai ressenti, assise là avec mon téléphone rempli de leur voix, était quelque chose que je n'avais jamais éprouvé à leur égard, je me sentais libre. Durant toute ma vie, j'avais essayé de résoudre un problème, pourquoi ne m'aime-il pas comme il l'aime, elle? J'avais traité cela comme une erreur de calcul que je pouvais corriger si seulement je prenais plus sur moi, si je me taisais davantage, si je me montrais plus présente. Et ce groupe de discussion était la clé de réponse. Ils me disaient, avec leurs propres mots, qu'il n'y avait pas d'erreur à corriger.
Il n'existait aucune version de moi qui puisse être acceptée dans cette pièce. Le prix d'entrée dans cette pièce était d'être quelqu'un d'autre que moi-même. Et j'avais payé ce prix par versements successifs toute ma vie, et la dette n'allait jamais être soldée. Elle n'a jamais vraiment fait partie des nôtres. Pour la première fois, j'ai lu cette phrase et je me suis dit, non, je n'en ai jamais fait partie. Et Dieu merci. J'ai fait défiler les messages jusqu'au tout début de ce que Dana m'avait envoyé. J'ai relu lentement l'historique complet. Puis, j'ai mis mon téléphone dans ma poche. Je n'ai pas fait de capture d'écran pour les imprimer. Je ne les ai pas sauvegardés dans un dossier intitulé « Preuve ». Je tiens à être clair là-dessus parce que je sais à quoi vous vous attendez. Vous vous attendez à ce que je retourne là-bas et que je fasse tout sauter, que je lise les messages à voix haute, que j'observe leur visage. J'y ai pensé. Mon Dieu, j'y ai pensé pendant tout le chemin du retour en montant les marches du Porsche. Mais j'avais compris une chose dans cette voiture qu'il m'avait fallu 41 ans pour apprendre, détruire leurs pièces me laisserait toujours debout au milieu d'elles. Et je ne voulais plus y être. Je voulais juste sortir la clé de ma poche. Je devrais vous parler de Maggie, car Maggie est la raison pour laquelle j'ai eu le courage de tenir tête ce jour-là. Et parce que chaque histoire comme la mienne compte une personne qui vous rappelle que vous êtes un être humain. Maggie était la voisine de Nana sur Linden Street. Elle vivait dans la maison verte d'à côté depuis 30 ans. Veuve, la soixantaine, des mains de jardinière et un langage de charretier quand la situation l'exigeait. Durant les 11 mois de chimiothérapie, Maggie était la seule à avoir jamais frappé à la porte. Elle venait avec de la soupe que je n'avais pas demandée et s'asseyait avec Nana pour que je puisse prendre une douche. Elle avait appris à repérer les mauvais jours. La nuit où Nana est morte, c'est Maggie qui s'est assise avec moi sur le porche à 6 heures du matin en attendant les pompes funèbres. Et elle n'a pas prononcé un seul mot inutile. Elle m'a simplement tenu la main et m'a laissé trembler. Environ un mois avant la réunion pour la maison, Maggie m'avait dit quelque chose par-dessus la clôture, que j'avais ignoré sur le moment. « Il ne te voit pas, ma chérie », avait-elle dit en taillant ses roses. Et je l'observe depuis 1 an. Le problème avec les gens qui ne te voient pas, c'est que tu peux arrêter d'attendre qu'ils le fassent. C'est permis. Personne ne te dit que c'est permis, mais ça l'est. J'avais hoché la tête sans la croire. Assise dans ma voiture avec 8 ans de preuves dans ma poche, je la croyais. Je lui ai envoyé un message de 3 mots, c'était bien eux. Elle a répondu en 10 secondes, sors par la grande porte, ma chérie. Le café sera prêt. Je suis retourné dans la salle à manger. Ils avaient continué sans moi. Évidemment. Ma mère avait ouvert la pochette Kraft et Pet lisait quelque chose. L'acte de propriété, ai-je compris, les papiers officiels de transfert étaient déjà rédigés. Déjà rédigés. Avant même la réunion, le vote n'avait été qu'une comédie. La voilà, a dit ma mère. Nous passions justement en revue les papiers. Pet a demandé à son avocat de rédiger un projet de transfert. Nous aurons besoin de quelques signatures de tous les petits-enfants pour renoncer à tout droit, et puis ce sera réglé. Une renonciation. Il voulait que je signe l'abandon de mes droits sur la maison, pour rendre légale ma propre éviction, pour apposer mon nom sur le document qui disait que j'acceptais de n'avoir jamais vraiment fait partie d'eux. Lorraine a fait glisser un stylo sur la table dans ma direction. Du même geste désinvolte qu'elle avait utilisé pour me lancer ses clés de voiture des centaines de fois. C'est juste une formalité, Claire, a-t-elle dit. Tu n'allais pas t'y opposer, n'est-ce pas? Et c'était là toute l'histoire en une seule phrase. Tu n'allais pas t'y opposer, n'est-ce pas? Elle ne posait pas la question. Elle me connaissait. Elle connaissait la fille facile, laide, celle qui allait chercher le chargeur. Elle avait 20 ans d'observation et tout un groupe de discussion pour le confirmer. Et elle était confiante, en faisant glisser ce stylo, que je ferais ce que j'avais toujours fait. J'ai regardé le stylo. Je l'ai regardé. Ma sœur, 40 ans, qui avait le visage de ma mère, l'architecte de chaque émoji hilar. Et je voyais bien ce qu'elle ignorait, elle ne savait pas que j'avais le groupe de discussion dans ma poche. Elle ne savait pas que j'avais lu la phrase, plutôt une aide, 11 minutes plus tôt. Elle pensait gagner de cette manière facile dont elle avait toujours gagné. Elle pensait que j'étais déstabilisé. Je ne l'étais pas. J'étais la personne la plus calme de la pièce. Non, ai-je dit, je ne vais pas m'y opposer. Lorraine a souri, soulagée. Elle pensait que c'était fini.
Mais je ne vais pas le signer non plus, ai-je ajouté. Son sourire s'est figé. Comment ça, tu ne veux pas signer? La voix de ma mère est montée dans les aigus. Caroline, ne te montre pas difficile. Nous sommes tous d'accord. L'avocat a tout préparé. Ta signature sur la renonciation rend simplement les choses propres. Alors ce ne sera pas propre, ai-je répondu. Tu ne peux pas l'empêcher, a dit Pete. 3 petits-enfants renoncent. Ça passe de toute façon. Tu bloques juste les choses par pure malveillance. Je ne bloque rien, ai-je dit. Je vous ai dit que je ne m'y opposais pas. Vous pouvez garder la maison. Lorraine peut avoir la maison. Prenez-la. Elle est à vous. Cela les a déstabilisés. J'ai vu la confusion sur leur visage. Ils s'étaient préparés à affronter la fille difficile, celle qui faisait de chaque détail toute une histoire, et à la place, je leur cédais tout sans poser de questions. Cela n'avait pas de sens pour eux, car une personne qui cède une maison est censée être triste. Et je ne l'étais pas. Je refuse simplement d'apposer mon nom sur un papier qui dit que je suis d'accord avec l'idée que je n'ai jamais fait partie de cette famille, ai-je dit, parce que cette partie-là est fausse. J'en faisais partie. Je l'ai conduite à ses chimios. Je lui ai tenu la main quand elle est morte. Tu n'étais pas là. J'ai regardé Lorraine. Tu as envoyé des fleurs. Caroline, a commencé mon père. Je n'ai pas fini. J'ai gardé une voix égale. Cela me demandait un effort surhumain de garder un ton calme, mais cela valait chaque centime. Vous pouvez avoir la maison, mais vous n'obtiendrez pas ma signature pour effacer l'année que je lui ai consacrée. Cela m'appartient. Cela reste à moi. Et puis Lorraine a fait le geste. Le geste qui a tout terminé. Elle a levé les yeux au ciel en regardant Dana. Ce petit roulement d'yeux complice, celui que j'avais vu à travers un millier de repas de famille. Le signe universel pour dire « tu y crois, toi ?» Le geste exact qui vivait dans le groupe de discussion, matérialisé sous mes yeux. Et Dana, qui m'avait transféré 8 ans de ses messages 20 minutes plus tôt, n'a pas levé les yeux au ciel en retour. Dana a regardé la table. Lorraine l'a remarqué. Elle a saisi l'absence de réaction. Et pour la première fois de la journée, quelque chose a traversé le visage de ma sœur qui n'était pas de l'assurance. C'était une interrogation rapide et discrète, pourquoi Dana ne rit-elle pas avec moi? Elle ne le savait pas encore. But elle commençait à se poser la question. Et regarder Lorraine s'interroger était ce qui se rapprochait le plus de la justice ce jour-là. Et j'ai découvert à ma propre surprise que cela me suffisait. Je veux faire une pause ici, car c'est le moment où tout a basculé. En effet, je veux vous demander quelque chose avant de vous raconter ce que j'ai fait. Si vous aviez été à ma place, avec le stylo devant vous, la maison que vous aviez méritée offerte à la sœur qui s'était moquée de vous pendant 20 ans, et la preuve de tout cela dans votre poche, qu'auriez-vous fait? Auriez-vous lu les messages à voix haute, détruit toute la pièce, ou seriez-vous parti? Dites-le-moi dans les commentaires. Je veux sincèrement savoir, car je pense que la réponse en dit long sur une personne. Elle en disait long sur moi. Maintenant, laissez-moi vous raconter ce que j'ai réellement fait. Ma mère parlait encore. Elle avait changé de tactique. Elle faisait cela, ma mère, elle avait une tactique pour chacune de mes humeurs. La manière forte n'avait pas fonctionné, alors venait maintenant la manière douce. Ma chérie, a-t-elle dit, tendant sa main à mi-chemin de la table vers moi. Pas entièrement. Jamais entièrement. Nous t'aimons. Tu sais que nous t'aimons. Ce n'est pas une question d'amour. C'est une question de sens pratique. Tu n'as pas de famille pour remplir ces pièces. Sois raisonnable. Montre-toi plus intelligente. Tu as toujours été si douée pour cela. Tu as toujours été si douée pour cela. À te laisser marcher dessus. Elle avait maquillé cela en vertu il y a 40 ans, et je l'avais porté comme une médaille. Tu as raison, ai-je dit. J'ai toujours été douée pour cela. Elle s'est détendue. Elle pensait m'avoir. Et j'ai fini d'être douée pour cela, ai-je ajouté. J'ai glissé la main dans la poche de mon manteau, toutes les têtes se sont tournées, et j'ai observé le visage de Lorraine. Je ne l'oublierai jamais. Le visage de Lorraine est devenu blême, car Lorraine était la seule dans cette pièce à avoir une raison de redouter ce qui pourrait sortir d'une poche. Elle ne savait pas ce que j'avais,
Mais elle savait ce qu'elle avait écrit. Et pendant une seconde, elle a cru que la pièce qu'elle avait construite allait s'ouvrir et l'engloutir. Cela aurait été si facile. Le téléphone était juste là. 8 ans. Sainte Caroline. N'a jamais vraiment fait partie des nôtres. Plutôt une aide. 11 émojis hilar sous une photo du planning des soins palliatifs de ma grand-mère décédée. J'ai sorti ma clé. Pas le téléphone. La clé. La clé en laiton de la maison de Nana. Polie par le temps. Celle que j'avais depuis mes 16 ans. Celle que j'utilisais pour entrer à 5 heures du matin pendant sa chimio afin de ne pas la réveiller en sonnant. Je l'ai posée sur la table à côté de l'acte de propriété. À côté du stylo avec lequel je ne signerais pas. Le tintement du laiton contre le bois a résonné. C'était le son le plus fort de la pièce. Voilà, ai-je dit. Maintenant, vous n'avez plus besoin de renonciation. Je ne réclame rien. La maison est à vous. Le silence qui a suivi le dépôt de la clé était un silence bien particulier. Il s'était attendu à un affrontement, et un affrontement a une forme définie. On le gagne ou on le perd. Et dans les deux cas, on reste dans la pièce. But, je ne m'étais pas battu. J'avais quitté la table tout en restant assise. Et il pouvait le ressentir. Et il n'avait pas de tactique pour cela, car il ne m'avait jamais vu agir ainsi auparavant. Caroline, a dit ma mère d'un ton désormais prudent. Assieds-toi. Parlons de cela comme des adultes. Je ne suis pas fâché, ai-je dit. Et le plus étrange, c'est que je ne l'étais pas. Je veux que vous m'écoutiez, parce que je ne le dirai qu'une seule fois. Vous pouvez garder la maison. Vous pouvez garder chaque émoji hilar que vous avez envoyé. Vous pouvez garder les trucs de famille. J'ai vu l'effet de mes mots. J'ai vu le visage de ma mère réaliser que je venais de prononcer le nom exact du groupe de discussion. Je l'ai vu faire le calcul pour comprendre comment je le savais. J'ai vu la main de Lorraine se poser à plat sur la table. Qu'est-ce que tu, a commencé ma mère. Je suis au courant pour le groupe, ai-je dit. Même à ce moment, j'ai gardé une voix basse. Je sais qu'il existe depuis des années. Et depuis environ 25 minutes, je sais exactement ce qu'il contient. J'ai laissé un silence s'installer. Je ne vais pas vous le lire. J'y ai pensé. Vraiment. Mais j'ai compris une chose dans la voiture, vous savez déjà ce qu'il contient. C'est vous qui l'avez écrit. Rien de ce que je pourrais vous lire ne vous surprendrait. La seule personne que cela changerait, c'est moi. Cela ferait de moi le genre de personne qui a besoin de vous faire du mal avant de pouvoir partir. Et je n'ai plus besoin de cela. Personne ne parlait. Marcus avait la main sur la bouche. Dana pleurait silencieusement et ne cherchait pas à le cacher. Plutôt une aide, ai-je dit à ma mère, d'un ton calme, presque doux. C'est ainsi que tu m'as appelé devant tout le monde. Pendant que j'enterrais ta mère pour toi. J'ai récupéré mon manteau sur le dossier de la chaise bancale. Tu avais raison. J'étais une aide. Je ne savais simplement pas que j'avais le droit d'arrêter. Tu fais du drame, a dit Lorraine. C'était la première chose qu'elle disait depuis l'épisode du stylo, et c'était si parfaitement elle, si exactement la remarque déplacée idéale que j'ai presque ri. Peut-être, ai-je dit. Mais voici ce qui va se passer, Lorraine. Et je veux que tu te souviennes que je te l'ai dit, tu vas obtenir cette maison, et ensuite tu vas découvrir ce que je faisais réellement dans cette famille. Pas le tableau, pas le planning des chimios, mais le reste. Ce que personne ne voyait jamais parce que je veillais à ce que personne n'ait à s'en soucier. J'ai commencé à énumérer les choses, non pas parce que je voulais de la reconnaissance, mais parce que je voulais qu'elle comprenne l'étendue de ce qu'elle venait de gagner. Qui penses-tu qui appelle le cardiologue de papa pour déplacer ses rendez-vous quand il oublie? Qui renouvelle l'assurance habitation de cet endroit chaque mois de mars parce que Nana ne pouvait plus le faire et que désormais personne ne le fera? Qui a veillé avec maman la nuit de son hystérectomie parce que tu devais t'occuper de tes filles? Qui a fait 4 heures de route aller-retour quand la femme de Pet l'a quitté et qui l'a appelé en pleurant à minuit, sans appeler aucun d'entre vous parce qu'il avait honte? La bouche de Pet s'est ouverte. C'est moi qui l'ai fait, ai-je dit. Tout cela en silence, parce que c'était la seule façon dont j'avais le droit d'exister. Et pendant tout ce temps, vous publiez des captures d'écran de moi dans un groupe appelé Trucs de famille. J'ai enfilé mon manteau. Alors, profite bien de la maison,
mais comprends bien ce que tu gardes et ce que tu perds, car ce n'est pas la même chose. Et tu es sur le point d'apprendre la différence. Je me suis tourné pour partir. Caroline. Mon père se tenait debout, tout gris et frêle. Ne fais pas ça. Nous pouvons arranger ça. Je l'ai regardé un long moment. L'homme qui avait ri au message disant que j'étais trop piquante. L'homme dont le seul mot de la journée avait été bienveillant. Papa, ai-je dit, tu as eu 41 ans pour arranger ça. Tu en as gaspillé 11 ce matin. Et j'ai franchi la porte d'entrée de la maison de ma grand-mère pour la toute dernière fois. Et j'ai laissé la clé sur la table. Et derrière moi, la pièce est restée silencieuse car pour une fois dans ma vie, j'avais dit ce que je pensais au lieu de le ravaler, et il ne leur restait plus rien à moquer. Le café de Maggie était prêt. J'ai traversé les 2 pelouses qui séparaient nos maisons, et elle m'a accueilli sur son porche avec une tasse déjà servie. Elle a regardé mon visage, et elle n'a pas demandé comment cela s'était passé. Elle savait comment cela s'était passé. Elle m'a simplement tendu le café et a dit, « Assieds-toi. » Tu trembles. Je tremblais. Je me suis assise sur la marche de son porche, j'ai tenu la tasse chaude à 2 mains et j'ai regardé, à travers les 2 pelouses, ma famille sortir de chez Nana l'un après l'autre. Lorraine en premier, les yeux sur son téléphone. Pète. Dana, qui a regardé vers le porche de Maggie, m'a vu et a levé la main, à peine. Une timide excuse que je pouvais accepter ou ignorer. Mes parents en dernier. Ma mère est restée un instant sur le porche, fixant la porte fermée comme si celle-ci l'avait insultée, puis elle est montée en voiture. Tu ne l'auras pas lu, a dit Maggie. Ce n'était pas une question. Elle me connaissait bien maintenant. Non. C'est bien, a-t-elle dit. Tu aurais passé les 10 prochaines années à te justifier auprès de gens qui savaient déjà. De cette façon, tu ne leur dois plus une seule syllabe. Je l'ai regardé, comment savais-tu que j'avais quelque chose à leur lire? Elle a souri, d'un sourire à la fois triste et fier. Parce que tout le monde dans ta famille est devenu très silencieux autour de toi il y a environ 2 mois. Les gens ne deviennent silencieux que lorsqu'il y a un bruit qu'ils cachent. Elle a bu une gorgée de café. J'ai enterré un mari et survécu à la plupart de mes amis, ma chérie. Je connais le bruit des gens qui gardent un secret. On apprend à l'entendre. C'est alors que j'ai commencé à pleurer. Pas de la façon dont on pourrait le croire. Ce n'était pas du chagrin. C'étaient ces larmes que l'on verse quand on pose enfin un fardeau qu'on a porté si longtemps qu'on en avait oublié le poids. Maggie n'a rien dit d'inutile. Elle a posé sa main sur mon dos, comme elle l'avait fait à 6 heures du matin le jour de la mort de Nana, et elle m'a laissé déposer mon fardeau. J'aimerais beaucoup vous dire que c'était la fin. Que je suis parti libéré et sans jamais regarder en arrière. Et que la paix s'est installée sur moi comme de la neige. Les choses ne se sont pas passées ainsi. S'éloigner n'est pas une simple porte unique. C'est une centaine de petites portes, et on vous oblige à fermer chacune d'elles. La première s'est présentée 3 jours plus tard. Mon téléphone a reçu un message de ma mère, de longs paragraphes. Je vous épargne la majeure partie. L'essentiel était que j'avais fait une scène, que j'avais bouleversé tout le monde, que Nana aurait honte de mon comportement, et que la famille était prête à passer outre si je présentais mes excuses à Lorraine et si je venais au dîner du dimanche comme une adulte. M'excuser auprès de Lorraine. Je l'ai lu 2 fois. L'ancienne Caroline aurait rédigé cette réponse différente. Aurait exposé les faits. Aurait joint des captures d'écran. Aurait supplié d'être comprise par des gens qui me comprenaient parfaitement depuis 40 ans et qui n'aimaient simplement pas ce qu'ils comprenaient. J'ai répondu, non, merci. Je vous souhaite une bonne continuation. Et j'ai mis le fil de discussion en sourdine. 2 heures plus tard, un message vocal de Pete. Je ne l'ai pas écouté. Le lendemain matin, un de Marcus Marcus, celui qui avait entouré la couture de ma robe de deuil, disant, « Eh, tout cela prend des proportions démesurées. Appelle-moi. » Je ne l'ai pas fait. Puis Lorraine a envoyé la photo. Le message de Lorraine est arrivé à 23 heures. Aucun mot, juste une photo. C'était le salon de Nana, en plein déménagement, avec des cartons partout. Et au premier plan, sur la cheminée où elle avait toujours été posée, se trouvait l'horloge de Nana, celle que j'avais remontée chaque dimanche pendant 1 an, celle que Nana voulait que je garde. Elle l'avait dit à haute voix plus d'une fois. Sous la photo, Lorraine avait écrit «
j'ai trouvé ça. J'imagine que c'est à moi maintenant. C'était là sa contre-attaque. Elle avait senti le sol se dérober sous ses pieds lors de cette réunion. Elle avait senti la pièce devenir silencieuse. Elle m'avait vu partir tout en restant assise, et elle ne le comprenait pas. Alors, elle a eu recours à la seule méthode qu'elle savait efficace, elle s'est emparée d'un objet que j'aimais et l'a brandi sous mes yeux. Et cela a fonctionné. Pendant une nuit, cela a fonctionné. Je suis resté éveillé et j'ai ressenti la vieille attraction, cette attraction magnétique et écœurante qui me ramenait à la logique du groupe de discussion. Celle qui me chuchotait, si seulement tu réponds, si seulement tu te bats pour l'horloge, si seulement tu prouves que tu y tiens plus qu'elle. J'ai rédigé ma réponse, cette horloge m'était promise et tu le sais très bien. J'avais le pouce posé sur le bouton d'envoi. Puis, j'ai posé le téléphone face contre table, car j'avais compris ce que représentait cette horloge. L'horloge était le prochain chargeur. L'horloge était le stylo glissé sur la table. L'horloge était un fil qu'elle tirait pour voir si j'allais encore danser. Et toute la liberté que j'avais trouvée dans cette voiture résidait dans celle de ne pas danser. Je ne lui ai pas répondu. Ni cette nuit-là, ni jamais. Mais je serai honnête avec vous, car je l'ai promis. Ce fut le moment le plus difficile pour moi. Pas la réunion. Pas l'expression, plutôt une aide. C'était d'être seul à 23 heures, face à la photo d'une horloge que je ne tiendrai plus jamais entre mes mains. Réaliser que s'éloigner signifiait aussi perdre les objets, et pas seulement les personnes. L'horloge, la maison, la bâtisse coloniale bleue, le papier peint de 1979. Tout cela appartiendrait aux personnes qui s'étaient moquées de moi. Et je n'aurais rien d'autre que l'année que j'avais donnée et la clé que j'avais posée. Pendant une nuit, j'ai eu l'impression d'avoir perdu. J'ai appelé Maggie à minuit. Je ne me suis même pas excusé pour l'heure tardive. Elle a pris l'horloge, ai-je dit. Nana voulait que je l'aie. Lorraine vient de m'envoyer une photo de l'horloge sur la cheminée avec un emoji bisou. Il y a eu un silence à l'autre bout du fil. J'entendais Maggie respirer, réfléchissant, tu veux mon avis honnête ou la version gentille? L'avis honnête. L'horloge est perdue, a dit Maggie. Oublie l'horloge. Il n'a jamais été question de l'horloge. Si tu avais obtenu l'horloge, elle t'aurait envoyé une photo des chaises. Si tu avais eu les chaises, cela aurait été la vaisselle. Elle aura toujours une chose de plus qui t'appartient, parce que les objets n'ont jamais été le sujet. C'est toi qui étais le sujet. Ton départ est le seul coup auquel elle ne peut pas répliquer, et elle le sait, c'est exactement pour cela qu'elle te provoque avec cette horloge à 23 heures. J'ai médité ces paroles. Mais ça fait vraiment mal, ai-je dit, et ma voix s'est brisée un instant. C'était la première fois que je laissais ma voix se briser devant quelqu'un d'autre qu'elle. Je sais que ça fait mal, ma chérie, a dit Maggie. Et elle n'a pas essayé de régler le problème, car elle était la seule personne dans ma vie à avoir compris que certaines choses ne se réparent pas, elles se portent. Et la bienveillance consiste simplement à ne pas te laisser les porter seule. C'est normal que ça fasse mal. Tu es en deuil, pas de l'horloge, mais de la version 2 que tu espérais encore trouver quelque part en eux. Une pause. Cette version-là n'existe pas, ma chérie. Tu as vu la pièce qu'ils partagent. Il n'y a aucune version 2 qui te donnerait cette horloge. Alors, fais ton deuil, et puis viens dimanche, nous remonterons mon horloge, elle sera bien plus laide, mais ce sera la nôtre. J'ai ri, les yeux encore humides et surprises. Ton horloge est affreuse. Mon horloge est affreuse, a-t-elle acquiescé. Les semaines suivantes ont été consacrées au travail difficile, silencieux et peu spectaculaire de la séparation définitive. Il n'y a pas eu de grand déballage de documents, pas de tribunal, pas de moment solennel où je me suis levé pour lire leurs méfaits devant une assistance stupéfaite. Je sais que c'est la version que les gens veulent. Je l'ai voulu aussi, pendant un temps. Mais voici ce que j'ai découvert, les preuves dans ma poche n'ont jamais été une arme. C'était une clé. Elles ont déverrouillé la seule porte qui importait, la porte de sortie. Et une clé que l'on utilise pour partir ne sert à rien si on l'utilise pour revenir et se battre. J'ai donc fait des choses plus modestes, plus authentiques. J'ai changé les serrures de mon propre appartement. Non pas parce que quelqu'un en possédait un double, mais parce que je voulais me rappeler, chaque fois que je tournais ma clé, que c'était désormais à moi seul de décider des accès. J'ai retiré le cardiologue de mon père de mon calendrier.
C'était moi qui m'en occupais depuis 6 ans. J'ai envoyé un seul SMS à Pete, je ne m'occupe plus des rendez-vous de papa. Il devra appeler lui-même ou l'un de vous s'en chargera. Le numéro est sur le frigo. Pete a répondu par SMS, tu vas vraiment abandonner ton propre père pour une histoire de maison? Je n'ai pas répondu. La maison n'avait jamais été le sujet non plus. Mais il était impossible d'expliquer cela à un homme qui ne comprenait les choses que sous l'angle matériel. J'ai laissé expirer l'assurance habitation de la maison de Nana qui était sous ma responsabilité. Je la payais par prélèvement automatique depuis mon propre compte depuis 2 ans, un fait qu'aucun d'eux n'ignorait mais que je n'avais jamais mentionné parce que le mentionner aurait été jugé difficile. J'ai annulé le prélèvement automatique et j'ai envoyé un email à Lorraine, avec Pete en copie, pour information, l'assurance habitation de Linden Street se renouvelle le 14 mars. Je la payais jusqu'à présent, mais j'ai arrêté. Tu devras t'en occuper pour que la maison dont tu es propriétaire reste assurée. Lorraine n'a pas répondu, mais 3 semaines plus tard, j'ai appris par Dana que le contrat avait expiré, que personne ne s'en était rendu compte. Et qu'il y avait eu une semaine de panique lorsqu'ils avaient réalisé que la maison n'était plus assurée. Ils ne savaient même pas auprès de quelle compagnie le contrat avait été souscrit, car la seule personne qui l'avait jamais su, c'était moi. C'est cela, être l'aide invisible. Quand vous vous arrêtez, ils ne perdent pas seulement l'aide. Ils perdent aussi la carte de toutes ces tâches dont ils ignoraient que vous vous chargiez. Et il n'y a aucun document lu à haute voix qui résonne plus lourdement que le vide laissé là où vous étiez autrefois. La contre-attaque est venue de ma mère, et elle a été plus laide encore que l'épisode de l'horloge. N'arrivant pas à me joindre directement puisque je l'avais mise en sourdine, elle a fait ce qu'elle avait toujours fait en cas d'échec direct, elle a contourné le problème. Elle a appelé mon travail. Je l'ai appris parce que ma responsable de bureau, une femme gentille nommée Renata, m'a prise à part un mardi et m'a dit avec précaution, ta mère a appelé l'accueil à 2 reprises. Elle a dit qu'elle s'inquiétait pour toi. Elle prétend que tu traverses des crises, que tu as coupé les ponts avec ta famille, et elle voulait savoir si tu semblais stable au travail. Des crises. Stable. Je veux que vous compreniez la précision de cette manœuvre, car c'est exactement la logique du groupe de discussion transposée dans la réalité. Pendant 40 ans, le discours de la famille à mon sujet avait été que j'étais la difficile, l'instable, celle qui créait des problèmes pour un rien. Et à la seconde même où j'ai cessé de jouer les aides dévouées, ma mère a ouvert le dossier Caroline, épinglé depuis 2 ans, l'a apporté sur mon lieu de travail et a tenté de faire voir à mon employeur la version de moi qu'elle façonnait depuis mes 9 ans. Je lui ai dit que tu étais la personne la plus stable de ce bâtiment, a dit Renata, et puis je lui ai demandé de ne plus jamais téléphoner ici. Elle m'a serré le bras, Caroline, est-ce que ta famille va bien? Non, ai-je répondu, mais moi, oui. Pour la première fois, je vais bien. Ce soir-là, j'ai mesuré à quel point j'avais frôlé le gouffre. Car voici le problème, l'ancienne version de moi aurait appelé ma mère en panique, l'aurait supplié, lui aurait dit, s'il te plaît, ne fais pas ça. Ne me gâche pas mon travail. C'est la seule chose propre qu'il me reste. Et ces supplications auraient relancé la danse. Et cette danse était précisément le but recherché. Et elle le savait. Je ne l'ai pas appelé. À la place, j'ai fait une seule chose, j'ai écrit un unique email à ma mère, sans personne en copie. Mes derniers mots pour elle avant très longtemps. Il disait, je sais que tu as appelé mon travail. Je sais ce que tu leur as dit. Je ne vais pas me justifier auprès de toi parce que tu sais pertinemment que je ne suis pas instable. Tu as simplement toujours eu besoin que je le sois pour que vos actions soient cohérentes. Je te le dis une fois, si tu contactes à nouveau mon employeur, je considérerai cela comme du harcèlement. Et j'engagerai le genre de démarche de recueil de preuves que tu m'as appris à faire en conservant ce groupe de discussion. Je ne le souhaite pas. Je préfère simplement disparaître de vos vies. Alors, s'il te plaît, laisse-moi m'en aller. Elle n'a pas répondu pendant 3 jours. Puis elle a envoyé 4 mots, tu as changé, Caroline. Comme s'il s'agissait d'une accusation. Oui, ai-je répondu. Merci de l'avoir remarqué. Et je l'ai de nouveau mise en sourdine. Et cette fois, je n'avais pas l'intention de la réactiver, et j'avais raison. Le plus étrange, ce dont personne ne vous prévient, c'est que même cette contre-attaque a fonctionné en ma faveur. Car lorsque ma mère a appelé mon travail, elle a fait la seule chose qui a fini par tuer le doute en moi. Pendant de nombreuses semaines, une petite voix me demandait, et si c'était toi le problème? S'ils avaient raison? Et si tu étais vraiment trop difficile?
Et puis ma mère, cherchant à prouver que j'étais instable, avait appelé un lieu de travail où j'étais constante et fiable depuis 9 ans, et il m'avait défendu. Le monde extérieur, cette partie de ma vie que j'avais construite loin d'eux, posait les yeux sur la femme que la famille qualifiait de « difficile » et voyait en elle quelqu'un qui méritait d'être protégé. C'était là la réponse à la question que je portais en moi depuis mes 9 ans. Le problème n'avait jamais été moi. Le problème était une pièce qui avait besoin que je sois le problème pour que tous les autres puissent se sentir bien. Dana a commencé à m'appeler. Vraiment m'appeler, pas à la manière de la famille. Elle est venue un soir, environ un mois après la réunion, s'est assise à la table de ma cuisine et n'arrivait pas à me regarder en face. Et elle a fini par dire « J'aurais dû te transférer ce groupe il y a des années. » Je savais. Je savais depuis le début. J'ai ri de certains messages. J'ai tellement honte. Je n'arrive plus à dormir. Je lui ai fait couler un café. Je l'ai laissé face à ses remords. Pourquoi riais-tu, ai-je demandé, sans cruauté. Je voulais sincèrement comprendre. Parce que si je ne le faisais pas, j'aurais été la suivante, a-t-elle répondu. Et c'était bien là tout le mécanisme résumé en une seule phrase. Le groupe ne me concernait pas vraiment. C'était un feu qu'ils entretenaient pour pouvoir tous se tenir autour et se sentir au chaud, privilégiés. Et le combustible était quiconque se trouvait être le plus faible ce mois-là. Et pendant 40 ans, le combustible, c'était moi. Et Dana y avait jeté sa bûche parce que l'alternative était d'être la bûche elle-même. Je ne te pardonne pas encore, lui ai-je dit. Mais je te crois. Et ce n'est pas la même chose. Et je ne vais pas faire semblant que ça l'est simplement pour rendre ce dîner plus facile. Elle a hoché la tête. Elle a pleuré un peu. Et puis elle a dit la chose qui m'a prouvé qu'elle avait réellement changé, j'ai quitté le groupe hier. Lorraine m'a demandé pourquoi et je lui ai dit la vérité. Je lui ai dit que ça avait cessé d'être drôle au moment où je t'ai vu poser cette clé. Elle a posé son téléphone sur ma table, l'écran tourné vers le haut, et me l'a montré. Elle n'était pas simplement partie. Elle avait écrit un message, je m'en vais. Tout cela a toujours été cruel, et j'ai été lâche de rire. Je suis désolé, Caroline, même si tu ne vois jamais ce message. Elle avait écrit mon nom dans cette pièce où l'on ne m'avait jamais laissé entrer, simplement pour s'excuser. Cela ne réparait rien, mais c'était la première chose vraie que quelqu'un de ma famille m'avait dite depuis très longtemps, et j'ai choisi de lui accorder de l'importance. Lorraine a essayé une dernière fois. Évidemment. C'était un dimanche de fin juin, presque l'anniversaire de rien du tout. 6 semaines après la réunion, elle s'est présentée chez moi. Sans prévenir. Elle se tenant sur le pas de ma porte, dans son beau manteau, tenant entre ses mains et je vous jure que c'est vrai l'horloge de Nana. L'horloge de la photo. Cette fameuse horloge. Je t'apporte ça, a-t-elle dit. J'ai pensé. Je ne sais pas, j'ai pensé que tu la voudrais. En signe de paix. J'ai regardé l'horloge dans les mains de ma sœur. L'horloge que j'avais remontée chaque dimanche pendant 1 an. L'horloge que Nana voulait que j'aie. L'horloge sur laquelle j'avais pleuré à 23 heures. Et j'ai compris, debout sur le pas de ma porte avec mes nouvelles serrures derrière moi, que Lorraine avait enfin mesuré l'ampleur de ce qu'elle avait perdu. Pas la maison. Elle avait toujours la maison. Mais l'aide invisible, la carte, l'assurance, le cardiologue, les 4 heures de route, la machine silencieuse qui faisait fonctionner toute la famille pendant que cette dernière s'en moquait. Elle l'avait senti s'arrêter et elle n'avait pas les mots pour l'exprimer, alors elle avait fait la seule chose qu'elle connaissait, elle avait cherché un objet pour me racheter, une horloge. C'était presque touchant. C'était là le pire. C'était presque sincère. Garde-la, ai-je dit. Son visage a exprimé une émotion complexe. Caroline, j'essaie. Je sais que tu essaies, et je le vois. Mais tu essaies de me donner une horloge pour que je revienne et que je sois de nouveau l'aide invisible, parce que la maison est plus lourde à porter que tu ne le pensais, que tu ignorais tout de l'assurance. Que papa a manqué son cardiologue, que la machine s'est arrêtée et que tu le ressens. J'ai gardé un ton bienveillant. Ce n'était plus très difficile désormais. Je ne veux pas de l'horloge, Lorraine. L'horloge n'a jamais été ce que j'ai perdu. J'ai perdu une famille qui n'allait jamais faire le choix de m'aimer. Et j'ai passé 40 ans à refuser d'y croire. Aujourd'hui, j'y crois enfin. Tu ne peux pas me rendre cela avec une horloge de cheminée.
Elle est restée là et pendant une seconde bien réelle, ma sœur, l'architecte de « truc de famille », a eu l'air d'être sur le point de pleurer. Ils m'ont vraiment choisi, a-t-elle dit tout bas, presque pour elle-même, comme si elle venait de comprendre qu'il s'agissait d'une malédiction et non d'un trophée. Et c'est toi qui as pu partir? Oui, ai-je répondu. C'est moi. Et j'ai refermé ma porte doucement avec mes nouvelles serrures. Sans la claquer. Claquer la porte aurait signifié que j'étais encore dans la lutte. Je ne l'étais plus. Je voulais simplement que cette porte soit fermée. Et elle l'a été. Je suis resté debout dans mon appartement silencieux, à écouter ses pas descendre les escaliers et sortir de ma vie. Et le son le plus fort était celui de ma propre respiration. Elle était calme et régulière. Dana me tenait au courant. De la même façon qu'on vous donne des nouvelles du temps qu'il fait dans un pays où l'on a vécu autrefois. La maison s'est avérée être un lourd fardeau. Nana était la seule à savoir qu'elle solive du sous-sol était fragile, ce qui signifiait qu'il ne fallait pas y poser de bibliothèque lourde. Lorraine l'ignorait. En août, une fissure s'est propagée le long du mur de la salle à manger, et le devis d'un entrepreneur a fait hurler Pete au téléphone, déclenchant une longue dispute pour savoir à qui incombait la responsabilité de la réparation, car la maison appartenait désormais à Lorraine. Mais Pete avait insisté pour le transfert et ma mère l'avait approuvé. Soudain, personne ne voulait assumer le coût de cette propriété. Il y avait aussi la question des comptes de Nana. C'était moi qui, discrètement depuis 2 ans, payais les taxes foncières de la maison depuis un compte que Nana avait ouvert sans jamais en parler aux autres, car Nana m'avait fait confiance à moi, et pas à eux. Quand je suis parti, ce compte est parti avec moi, ainsi que ma connaissance de son existence. En septembre, un avis de retard d'imposition est arrivé. Lorraine a appelé Dana en panique parce qu'elle ignorait même que la maison était soumise à des taxes foncières, n'ayant jamais eu à se soucier de ce qui permet de faire tourner une maison. Elle n'arrête pas de dire que ce n'est pas juste, m'a dit Dana, que tu as tout planifié pour qu'elle échoue. J'ai réfléchi à cela. Tout planifié pour qu'elle échoue. Je n'ai rien planifié, ai-je répondu. J'ai simplement arrêté de la rattraper. Et puis en octobre, la chose qui, je pense, les a le plus blessés, bien qu'aucun d'eux ne l'admettra jamais, Thanksgiving approchait. Et pour la première fois en 2 décennies, il n'y avait personne pour l'organiser. J'avais organisé Thanksgiving pendant 19 ans. Pas chez Nana, mais dans mon appartement, mon trop petit appartement, parce que la cuisine de Nana était réservée aux grandes occasions. Et apparemment, nourrir la famille n'en était pas une. Pendant 19 ans, j'avais préparé la dinde, fait les tartes et lavé la vaisselle tandis qu'il s'asseyait dans mon salon et je le savais désormais s'envoyait des messages pour se moquer de mon centre de table. Cette année-là, je n'ai rien proposé. Je n'ai pas dit non, car personne ne me l'a demandé. Il considérait simplement ma présence et mon travail comme une évidence, de la même façon que l'on attend le lever du soleil. Et puis vers la mi-octobre, cette certitude s'est heurtée au silence là où je me tenais auparavant. Il n'y avait aucun plan, et personne ne savait comment en faire un, car le plan avait toujours été moi. Dana m'a raconté que Lorraine avait essayé, mais qu'elle avait acheté une dinde bien trop petite pour tout le monde. Elle avait complètement oublié la sauce. Ma mère aurait dit à table devant toute l'assemblée, « Eh bien, ce n'est pas pareil, n'est-ce pas ?» Et Dana a ajouté que le silence qui avait suivi était la chose la plus lourde qu'elle ait jamais entendue, car chacun dans la pièce savait exactement ce qui manquait. Mais aucun d'eux n'osait prononcer mon nom. J'ai passé ce Thanksgiving chez Maggie. Nous avons préparé un petit poulet, car 2 personnes n'ont pas besoin d'une dinde. Nous avons remonté l'horloge I2 et, à un moment donné, Maggie a levé son verre d'eau et a dit, à l'aide invisible désormais à la retraite. J'ai ri si fort que j'ai dû poser ma fourchette. Ce fut le meilleur Thanksgiving de ma vie, autour d'une table de 4 chaises, dont une restait vide pour Nana, et pas un seul téléphone n'a été sorti à table. Je veux vous parler d'une dernière chose, car c'est la partie qui m'a surprise et qui, je pense, a réellement guéri quelque chose en moi. Quelques semaines après mon départ, j'ai réalisé que j'avais du temps libre dont je ne savais que faire, des soirées entières. Pendant des décennies, mes soirées avaient été consacrées à gérer la famille. Les appels, les rendez-vous, les plats cuisinés, le fait d'être toujours disponible pour un foyer qui se moquait de moi sur un second écran. Quand j'ai arrêté, ces heures me sont revenues, et elles étaient vides. Au début, ce vide m'a fait plus peur que la famille ne m'avait jamais effrayé. Maggie m'a surprise un mardi soir à me crisper sur le canapé et m'a dit,
tu ne sais pas comment avoir une vie qui ne tourne pas autour des autres, n'est-ce pas? Non, ai-je avoué. Alors nous allons t'apprendre, a-t-elle dit. Commence petit. Qu'est-ce que tu aimais avant qu'il ne te gâche la vie? J'ai dû y réfléchir pendant un long moment, ce qui en dit long. Et finalement, je me suis souvenu du jardin de Nana. J'avais adoré le jardin de Nana. Enfant, j'avais passé des étés entiers les mains dans cette terre. Et vers l'âge de 12 ans, j'avais arrêté parce que le jardin était devenu une corvée de plus sur la liste. Une autre tâche que j'accomplissais pour la maison tandis que les autres regardaient. Alors Maggie m'a donné un coin de son jardin. Juste un coin. Et cet automne-là, j'y ai planté des bulbes. Des tulipes, de la même variété que celles que cultivait Nana, celles que je verrais éclore au printemps. Je me suis agenouillé dans la terre de Maggie à main nue, et j'ai planté des fleurs que je ne verrais pas avant des mois, dans un sol dont j'avais la charge, à côté d'une femme qui m'avait choisi délibérément. Et j'ai pleuré sur cette terre. Et Maggie a fait semblant de ne rien remarquer, ce qui est une forme d'amour en soi. Il y a eu une nuit tard cet automne-là où le manque s'est fait cruellement sentir. Cela vient par vagues. Le manque, pas de la maison, mais de l'idée d'une famille. De la mère que j'espérais encore trouver en elle. J'ai appelé Maggie à une heure où l'on ne devrait appeler personne. Je n'arrête pas de me dire que j'aurais dû leur lire, ai-je dit. Ce groupe de discussion. Je l'avais là, dans ma poche. J'aurais pu leur faire ressentir ce que j'ai vécu. Parfois, je reste éveillé et je regrette de ne pas leur avoir fait ressentir cela. Maggie est restée silencieuse un moment. Puis elle a dit, ma chérie, écoute-moi. Tu penses que leur lire cela leur aurait fait ressentir ce que toi, tu as ressenti? Pas du tout. Ils se seraient sentis pris sur le fait. C'est différent. Être pris sur le fait ne signifie pas éprouver des regrets. On ne peut pas pousser quelqu'un à nous aimer par la honte. Et même si tu l'avais pu, tu serais simplement debout dans cette pièce à nouveau, ton téléphone en main, à attendre leur réaction. Tu as déjà passé 40 ans à attendre leur réaction. Une pause. La clé sur la table a dit plus de choses que tout ce groupe de discussion ne le pourrait jamais. Le groupe de discussion, c'était leur mot. La clé, c'était le tien. Et le tien était le seul qui pouvait mettre fin à tout cela. Je n'ai rien dit. J'en étais incapable. Tu n'as pas perdu en ne leur lisant pas, a-t-elle ajouté. Tu as gagné en n'ayant plus besoin de le faire. Maintenant, dors. Les tulipes se moquent de l'heure à laquelle tu te couches. Je me suis endormi. Voici donc où j'en suis aujourd'hui. Ils ont la maison. Je tiens à le dire clairement parce que je connais la structure de ces histoires et que vous vous attendez sans doute à ce que je la récupère. Je ne la récupère pas. Lorraine vit dans la maison coloniale bleue de Nana sur Linden Street, avec le papier peint de 1979 et la cheminée où est posée l'horloge. Et vue de l'extérieur, elle a gagné. Elle a eu la maison, l'acte de propriété, la bénédiction de la famille et la place en bout de table qui lui revient désormais, à mesure que ma mère vieillit. Si l'on compte les objets, j'ai perdu. J'ai perdu la maison. J'ai perdu l'horloge. J'ai perdu le papier peint, le porche et la cuisine où j'ai appris à cuisiner. Et j'ai perdu une mère, un père et une sœur. Et je ne vais pas faire semblant que certaines de ces pertes ne me font plus souffrir lors de certains dimanches. Mais je vais vous dire ce que j'ai gardé. J'ai gardé l'année que j'ai offerte à ma grand-mère. Personne ne peut me retirer cela par sa signature. Je suis resté à ses côtés pendant 11 mois, je lui ai tenu la main jusqu'au bout et cela m'appartient, cela n'appartient à personne d'autre. Et quand elle me manque, je n'ai pas besoin de me rendre sur Linden Street pour sonner à la porte d'une maison qui s'est moquée de moi. Il me suffit de fermer les yeux. J'ai gardé mes matins. Je ne me réveille plus en redoutant les messages du groupe. J'ignorais même que je vivais dans cette attente angoissée jusqu'à ce que cela s'arrête. J'ai gardé Maggie. Nous remontons son horloge affreuse chaque dimanche, c'est la nôtre. Et j'ai gardé ce dont j'avais été privé pendant 41 ans. Cette chose qui s'est avérée avoir bien plus de valeur qu'une maison de 4 chambres, j'ai gardé la certitude que je n'avais jamais été la personne difficile. J'étais simplement celle qui remarquait les choses. Et remarquer les choses, il s'avère que ce n'est pas un défaut. C'était la seule chose saine dans toute cette maison. Si vous avez déjà dû vous éloigner de personnes qui ne feront jamais le choix de vous aimer, si vous avez déjà posé une clé au lieu de déclencher une tempête,
je veux que vous entendiez ceci de la bouche de quelqu'un qui l'a fait, s'éloigner n'est pas un échec. Cela ne ressemble à un échec qu'aux yeux de ceux qui restent dans la pièce. Depuis l'extérieur, dans le froid, avec une affreuse horloge empruntée et une tasse de café sur le porche d'une voisine, cela ressemble exactement à ce que c'est, cela ressemble à la paix. Certains dimanches, je passe devant Linden Street. Pas souvent. De temps en temps, quand le manque se fait trop bruyant. La maison bleue est toujours bleue. Il y a un vélo d'enfant sur le porche maintenant, les filles de Lorraine. La cheminée est visible à travers la fenêtre avant si la lumière s'y prête. Et parfois, je peux voir l'horloge égrener les heures dans une pièce où je ne m'assiérai plus jamais. Je n'arrête pas la voiture. J'ai pensé autrefois que je le ferais un jour, que je m'arrêterais, que je frapperais à la porte et qu'il y aurait une explication, un règlement de compte, des excuses. Cette version de l'histoire où il me verrait enfin. Je ne le pense plus. Aucune excuse à venir ne vaudrait le prix qu'il faudrait payer pour retourner les chercher. La dernière fois que je suis passé devant, c'était au début du printemps, et sur la bande de terre le long de l'allée menant à l'entrée de Nana, celle que Nana plantait chaque année et que personne n'avait touchée depuis sa mort, il n'y avait rien. De la terre nue. Lorraine n'avait rien planté. Évidemment. Elle ne s'y était jamais agenouillée. Elle ignorait ce qu'on y plantait, et quand. Et je suis rentré chez Maggie. Et le long de son jardin, dans le coin qui m'était réservé, mes tulipes étaient sorties. Une rangée de tulipes rouges et jaunes, les mêmes que celles de Nana, celles que j'avais plantées dans la terre froide en octobre, lors de ma pire nuit, sans savoir si j'irais bien au moment de leur floraison. J'allais bien au moment de leur floraison. Je me tenais dans ce petit coin de jardin et je contemplais les fleurs que j'avais plantées pour moi seul, dans une terre que personne ne pouvait me retirer. Et j'ai pensé à la plate-bande vide de Linden Street devant la maison qu'ils avaient choisie à ma place. Ils ont eu la maison. Ils ont eu la plate-bande. Et la plate-bande était vide parce que la seule personne qui ait jamais su faire pousser les choses dans cette famille était celle qu'ils qualifiaient de « trop difficile » à garder auprès d'eux. Alors je ralentis simplement un peu. Je regarde le porche où Maggie et moi nous étions assises à 6 heures du matin le jour où Nana est morte. Je regarde la fenêtre où l'horloge tourne désormais pour quelqu'un d'autre. Et puis je continue ma route, parce que la route continue. Et pour la première fois de ma vie, je continue moi aussi. Ma mère avait raison sur un point, j'étais trop difficile à récompenser. Je posais trop de questions. Je remarquais trop de détails. Je me souvenais de qui était dans la pièce quand c'était important, et de qui s'était contenté d'envoyer des fleurs. Elle pensait que cela me rendait impossible à aimer. Cela me rendait simplement impossible à garder sous contrôle. Et par un dimanche paisible, en rentrant chez moi, dans un petit appartement doté de mes propres serrures, où l'affreuse horloge d'une voisine m'attend pour être remontée, j'ai enfin décidé que c'était la plus belle chose que l'on ait jamais dite à mon sujet.